Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mois de septembre sur Zone Franche, l'entretien de dimanche sur Canal 3 Bénin. Comment va l'hôpital, sinon dans quel état se trouvent les acteurs qui l'animent? Ce sont eux qui posent les diagnostics aux patients sans peut-être jamais avoir l'occasion de se faire ausculter pour les maux dont ils souffrent. Ce numéro de votre émission se consacre à cette épineuse question, la problématique des ressources humaines en santé dans les établissements hospitaliers du Bénin. Nous en discutons à la suite des 72 heures de réflexion menées à ce propos par le Conseil national de la médecine hospitalière. C'était à l'occasion des deuxièmes journées scientifiques hospitalières du Bénin, tenues au Palais des Congrès de Cotonou, mercredi, jeudi et vendredi dernier. On donne la parole ce matin au président du conseil. Il est universitaire, ancien premier vice-recteur de l'université d'Abomey-Calavi, professeur Dimon Marcel Zanou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être venu dans nos murs sur Canal 3 Bénin. Vous serez avec Franck Aounou et moi. Bonjour Franck. Bonjour William, chers téléspectateurs, bonjour. Chers invités, professeur Dimon Marcel Zanou, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation pour quelques 60 minutes de discussion sur la problématique des ressources humaines en santé dans les établissements hospitaliers. Vous êtes retrouvés pendant 3 jours d'intenses travaux. D'abord, moi, je voudrais comprendre, les téléspectateurs avec moi, peut-être, médecine hospitalière, qu'est-ce qu'on y met? Merci, monsieur le journaliste. La médecine hospitalière regroupe tout ce qui concerne la gestion, l'environnement dans lequel se trouvent les hôpitaux, le travail que font les hôpitaux et comment est-ce que les hôpitaux sont gouvernés. Tout cela se retrouve donc dans la médecine hospitalière. La médecine qui se pratique à l'hôpital, vous savez qu'il y a les centres de santé de premier niveau, c'est le premier niveau, ça c'est la périphérie. Quand ça ne va pas à la périphérie, les malades sont référés au deuxième niveau. À ce deuxième niveau, vous avez les hôpitaux de zone, les hôpitaux départementaux, et puis au niveau national, vous avez les centres hospitaliers centre national hospitalier universitaire qu'on retrouve ici et là. Voilà. Et donc, tous ces hôpitaux sont dans un groupe avec lesquels on peut discuter et promouvoir leur développement. Toujours pour les profanes, est-ce à dire qu'il y a une médecine hors de l'hôpital? Bien sûr. Tous les centres de santé ne sont pas des hôpitaux. Les centres de santé périphériques, premier contact, on les retrouve dans les arrondissements, mais quand vous arrivez au niveau des villes, au niveau des chefs-lieux de communes ou d'arrondissements, de départements, vous avez des hôpitaux. Et dans les hôpitaux, on a plusieurs services. Alors que dans les centres de santé, vous avez simplement dispensaire, maternité, en général. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est les cas compliqués qu'on amène au niveau des hôpitaux? C'est pour ça que je parle de référence. Voilà. De la périphérie, quand ça ne peut pas être soigné au premier contact, on les réfère au niveau des hôpitaux. Et en général, donc, au niveau des hôpitaux, on peut retrouver des spécialistes puisqu'il y a des services dédiés à différentes maladies. Et donc, vous avez dédié 3 jours pour réfléchir sur ce qui se fait dans les hôpitaux de façon générale. Pour quelle utilité finalement? Voilà. Donc, pour quelle utilité? Les hôpitaux, vous savez, les hôpitaux, comme je le disais, dans les hôpitaux, vous avez plusieurs services. Vous avez donc beaucoup de ressources humaines et à la tête des hôpitaux, vous avez des directeurs qui gèrent l'administration, une administration qui gouverne. Et ils n'ont pas souvent l'occasion d'échanger entre eux pour qu'il y ait un partage d'expérience, pour qu'ils expriment leurs préoccupations et les préoccupations exprimées
avec les approches de solutions partagées sont intéressants pour le développement de chaque entité. Et c'est pour cela que nous avons imaginé que en les rassemblant, en les réunissant, nous pouvons, autour de quelques jours, nous pouvons discuter sur des problèmes précis qui les concernent, des problèmes qu'ils vivent, et qu'ils puissent avoir l'occasion de s'exprimer, voilà, et partager leur expérience. Et donc, l'année dernière, nous avons initié cette expérience, puisque vous savez, avec les réformes, il y a eu plusieurs changements au niveau de nos structures de santé. Et donc, ça a été tantôt bien vécu, tantôt mal vécu, mais il faut bien donner l'occasion aux gens de s'exprimer. Et donc, à l'occasion de ces premières journées, l'année dernière, le thème que nous avions choisi était l'effet des réformes en santé sur le milieu hospitalier. Voilà. Et donc, à l'occasion, il y a eu beaucoup d'échanges. Chacun a pu s'exprimer pour dire comment est-ce qu'il perçoit, comment ils ont vécu ces réformes-là, et quels sont les points forts, les points positifs, les points faibles qui ont besoin d'amélioration. Ainsi, au cours de ces journées, il était ressorti, parmi les problèmes qu'ils ont vécu, qu'ils vivent encore, il y a le problème des ressources humaines qui était ressorti, et il a été recommandé que la prochaine fois, on puisse prendre ce problème et ne discuter que de cela pour pouvoir apprécier les différents aspects de cette préoccupation. C'est ce qui est fait cette année. On s'est retrouvés à nouveau pour discuter. Et donc, vous avez discuté, les acteurs des hôpitaux aujourd'hui, disons, quel bilan peut-on faire des prestations qu'ils donnent, de ce qu'ils apportent aux hôpitaux, de comment ils font fonctionner les hôpitaux? Quel bilan peut-on faire les acteurs, est-ce que le travail est bien fait? Est-ce que c'est mal fait? Est-ce que les réformes ont véritablement impacté? Est-ce que maintenant la mayonnaise a pris, la machine est bien huilée au niveau des acteurs? Oui. Non, on peut quand même retenir que le secteur, d'une façon générale, et particulièrement au niveau des hôpitaux, il y a eu un assainissement du travail qui se fait, une amélioration du travail qui se fait, puisque pour que les réformes soient implémentées, il était observé un peu trop de laisser aller, et la gouvernance n'était pas tout à fait ce qui est souhaité, et le travail fait par les professionnels était laissé, on pouvait laisser un peu à désirer. Il y a eu beaucoup de critiques à ce niveau, et donc entre le secteur privé et le secteur public, donc travailler dans le public et à la fois travailler dans le privé. Donc il y a eu beaucoup de perturbations qui étaient observées par le passé, et avec les réformes, il y a eu beaucoup d'améliorations. Et quand vous arrivez dans les hôpitaux aujourd'hui, vous pouvez retrouver le personnel en place, recevoir les soins qu'il faut. Et je pense que la gouvernance également au niveau des hôpitaux est de mieux en mieux contrôlée. Et c'est pour le bien-être de nos populations. C'est quand même paradoxal si je vous écoute attentivement. Qui est alors bénéficiaire de cette plus-value que la réforme apporte, si tant est que, malgré la réforme, le premier des problèmes, si je m'en tiens à vos propos, c'est la question des ressources humaines en santé. Donc, les réformes ont impacté tout le monde, sauf les acteurs des hôpitaux. Non, il ne faut pas percevoir la chose de cette façon. Comment faut-il percevoir alors? Quand on prend le problème des ressources humaines, c'est un problème mondial, c'est un problème international, et c'est un problème qui est national également. Et donc, les ressources humaines, il faut en discuter pour voir est-ce qu'il y en a suffisamment. Il ne suffit pas de faire des réformes pour que
d'un coup de baguette magique, tous les problèmes soient réglés. Il faut voir, est-ce qu'il y en a suffisamment? Est-ce que la production des ressources humaines se fait convenablement? Vous voulez parler de la formation? La formation. Est-ce que ce qui est produit, est-ce que ça suffit? Ce qui est utilisé, est mis à l'emploi, est-ce que ça correspond aux besoins réels? Alors donc, au moment où le gouvernement de la rupture est arrivé, le déficit était très grand. Il faut vous rappeler que les recrutements étaient interrompus pendant longtemps. Et donc, avec l'avènement de ce régime, il y a eu une évaluation qui a été faite et les écarts étaient si importants qu'on ne peut pas les combler en un seul jour. Mais il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, des recrutements massifs qui ont été faits depuis par le gouvernement. Vous avez des chiffres, professeur? En 2020, si mes souvenirs, en 2021, vous vous souvenez, le grand recrutement qui n'avait jamais été fait par le passé, il y a eu plus de 1600 agents de santé qui ont été recrutés en même temps. Et après ça, il y a d'autres recrutements qui ont continué de se faire. Et encore un autre qui est en cours de préparation. Mais le gap est important. Donc ce sont ces questions qui ont préoccupé. S'il n'y a pas de ressources humaines, le travail ne peut pas se faire convenablement. Donc on a besoin davantage de ressources humaines. Alors le point qui a été fait, je vous dis par exemple que si on fait le point au niveau des ressources humaines, actuellement dans oui, ce qu'il se constate dans nos hôpitaux. Dans nos hôpitaux, on est à 26 000 personnels de santé. 26 000 personnels de santé. Et pour ce personnel de santé, par rapport aux besoins, on est peut-être pour nos hôpitaux, on a encore à peine à 50% des besoins. On est à peine à 50% des besoins. Il faut dire que quand on regarde ce personnel, la disponibilité également pour la répartition au niveau du pays, la disponibilité n'est pas homogène. Quand vous arrivez au niveau des départements du littoral, par exemple, 43% du personnel se retrouve dans ce département, 11% dans le Borgou, 9% dans l'OME, et puis il y a des départements qui ont un plus faible. Cela peut se comprendre si on dit que 43% se retrouvent dans le littoral et que 3% se retrouvent en fonction ailleurs, de la démographie. En fonction de la démographie, en fonction du nombre d'hôpitaux qu'il y a dans le département. Vous regardez ici à Cotonou, enfin le département du littoral, le nombre d'hôpitaux, il y en a. Et surtout que les agents de santé sont plus présents dans le privé que dans le public. Professeur. Cela explique aussi peut-être le fait que... Toute catégorie confondue, quand on regarde par rapport au département, on voit, parce que c'est fonction du nombre de centres de formation sanitaire, nombre d'hôpitaux qu'il y a dans le département, c'est plus élevé. Quand tu avances, quand tu arrives dans le département du Borgou, également, qui vient en deuxième position avec le chiffre que je viens de vous donner, le nombre d'hôpitaux est élevé. Et par rapport à d'autres départements comme le Mono, la Takora, voilà. Donc, on a besoin d'une cartographie. Et cette cartographie est en cours de construction. On a besoin également, en fonction de la démographie, de voir quels sont les espaces à occuper. On a besoin d'infrastructures, de nouvelles infrastructures par rapport à la démographie également. Et donc, ces infrastructures sont en cours de construction avec... oui, mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui en termes de personnel pour assurer le maillage du territoire
en termes de disponibilité de centres de santé, de formation sanitaire, de centres hospitaliers, pour que ces entités-là soient bien animées? Qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui? Oui. Il nous faut suffisamment de personnel. À quel, à quel nombre environ? Oui. Alors, donc, pour les estimations qui ont été faites, le Bénin s'est fixé d'atteindre 12,5 personnels de santé pour 10 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 1,33. On est encore loin. Le gap est long. Le gap est important. Et si on regarde par rapport aux années précédentes, il y a quelques années, on était à 0, donc on a fait du progrès. Mais pourtant, il y a les écoles qui sortent, qui produisent, les agents de santé qui en produisent chaque année. L'université de Parakou, voilà. Ici à Cotonou, et un peu partout sur l'ensemble du territoire. Et même disons le personnel qui est produit dans la sous-région, qui vient au Bénin pour rechercher du travail. Le personnel existe. Pourquoi on n'en recrute pas et on va à pas de caméléon? On en recrute. On en recrute. D'abord, disons qu'au niveau de la production, quand on regarde la production, aujourd'hui, le constat qui a été fait, puisque les journées ont été animées aussi bien par les acteurs des hôpitaux que par les acteurs des écoles de formation. Ils étaient tous là pour rendre compte, pour que chacun rende compte de ce qui lui pose problème. Quand on regarde les écoles de formation, aujourd'hui, la capacité, le constat qui a été fait, dont le compte rendu a été fait au cours de ces journées, les écoles de formation ont une capacité de production limitée. Une capacité de production limitée, et ce qui est constaté, si on devrait, à l'allure où les écoles produisent, la capacité que j'ai indiquée tout à l'heure, 1,39, c'est la capacité de production des écoles, alors qu'on s'attend à avoir 12,5. Mais vous voyez déjà qu'on est loin. Et si on devrait combler d'ici quelques années, d'ici 5 ans, si on devrait combler le vide, il faut que les écoles de formation doublent leur production. D'après les experts des ressources humaines étaient avec nous, ces calculs-là, ils en ont rendu compte. Et autant inscrire tous les nouveaux bacheliers dans les facultés mais ce n'est pas si simple. De médecine. Il n'y a pas que la médecine qui soit... Et maintenant, quand vous inscrivez les gens également en médecine, quand vous pensez qu'il faut mettre... Les écoles de formation, ce sont des écoles... C'est la médecine, la formation se fait pas seulement en classe, la formation se fait dans des hôpitaux avec du personnel qualifié pour... Donc, pour régler le problème de la formation, il faut pouvoir trouver le terrain de stage où l'encadrement peut se faire. On ne peut pas envoyer les étudiants en formation dans tous les centres. Alors, leurs formateurs sont combien? Les formateurs sont où? Ils sont dans les hôpitaux universitaires. Vous voyez? Alors, donc, combien sont-ils aujourd'hui? Le déficit également a été constaté à ce niveau où les enseignants, donc avec le compte rendu qui est fait, les enseignants sont en nombre insuffisant. L'espace pour la formation est insuffisant. Les centres qui vont accueillir pour le stage pratique également sont limités. Si on veut que le travail soit de qualité, vous ne pouvez pas mettre un grand nombre de personnes à la fois autour des lits de malades pour les former. Donc c'est limité. Alors, pour régler cela, une proposition pourrait être qu'on dispose de plusieurs écoles et de plusieurs centres universitaires pour pouvoir faciliter, accélérer la formation. Ils ont fait ces propositions. Vous imaginez, pour combler le gap des enseignants, il faut donc que les enseignants soient recrutés. Donc ça ne dépend pas que de la santé. Donc plusieurs secteurs
ont besoin de s'asseoir pour échanger, pour régler ces problèmes. Monsieur C'est des Zabou, problèmes profonds. est-ce qu'on peut conclure que nous avons échoué sur Non, notre politique non. en matière de Non. santé a échoué? Non, Parce que lorsqu'on prend le parcours que nous avons, si en 2024, nous en sommes encore à poser ces problèmes-là, où les chiffres que vous donnez posent un réel problème sur le terrain, est-ce que finalement, la politique sanitaire du Bénin n'a pas échoué au fil du temps? Non. Il faut pas. Il faut quand vous voulez apprécier, il faut voir d'où est-ce que. Oui, nous sommes avec vous qui avez les informations, vous les sachants, donc dites-nous, rassurez-nous et rassurez les téléspectateurs. C'est ce que j'ai dit. De là où on est parti, par rapport au fossé qu'il y avait et l'amélioration qu'il y a aujourd'hui. On est toujours dans moins l'infini. On y va progressivement. On atteindra zéro finalement. Non. Pas aller partout, dans tous les pays. Aujourd'hui, l'OMS, vous regardez les données de l'OMS, de par le monde entier, les problèmes de ressources humaines, ce n'est pas au Bénin. C'est général. Et puis, donc, pour les résoudre, il faut y aller progressivement. Et il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Déjà le recrutement, la promotion, la formation. Le gouvernement s'est engagé et accorde des bourses de formation chaque année pour des apprenants, des bacheliers, qui sont mis à l'école, les spécialistes pour faire la formation de spécialistes. Le gouvernement offre des bourses, ce qui ne se faisait pas par le passé. Vous ne pouvez pas tout régler en un jour. Donc, je vous en prie, tel que vous prenez le problème, ce n'est pas de cette façon-là. C'est la façon avec laquelle nous, on peut vous poser les questions pour que vous puissiez nous expliquer. Oui. Justement, donc, professeur. Puisque nous sommes là pour parler de comment les journées sont passées, je vous rends compte donc de ce qui s'est passé. On a discuté de la production des ressources humaines. Le constat est que ce n'est pas encore suffisant. Et il faut donc des stratégies pour améliorer cela. Professeur, nous avons il y a une chose qui est quand même paradoxale, vous permettez que je vous fasse la question, c'est que l'État veut recruter des internes, on a très peu de gens formés qui ont envie d'y aller pour devenir peut-être des universitaires. Est-ce que la carrière finalement du médecin béninois plaît si tant et on ne voit pas alors les jeunes vouloir s'y mettre, vouloir s'adonner totalement et ils préfèrent peut-être aller ailleurs? Le problème n'est pas cela. Quand vous regardez la demande, après vous prenez les bacheliers, la demande qui vient pour faire la médecine ou pour entrer dans une école de formation en santé, la demande est énorme. Mais comme je vous ai dit, les écoles ne peuvent pas prendre à volonté. Le nombre est limité. Quand tu veux former, il faut prendre des dispositions, faire une formation de qualité. Voilà. Et c'est pour cela que l'une des stratégies serait que la capacité de ces écoles soit améliorée. Et les propositions qui sont faites, le gouvernement s'engage et le fait, puisque le gouvernement s'est amélioré les infrastructures au niveau de ces écoles depuis que le régime est en place. Le gouvernement a amélioré le recrutement également. Mais le nombre, je suis d'accord que le nombre, on ne peut pas combler tout le gap en un jour. Ça, c'est clair. Et donc, si on quitte le problème de formation, nous avons eu à discuter également de la gestion. Oui, le nombre est insuffisant, mais le peu que l'on a, est-ce qu'ils sont recrutés? Et quand ils sont recrutés, comment ils sont gérés? Eh bien, nous avons discuté de ces questions. On a vu que, oui, le recrutement se fait déjà progressivement. Ce recrutement doit se poursuivre. Nous avons vu également que les agents de santé ont souhaité qu'il y ait un plan de carrière pour eux, parce que lorsqu'ils travaillent, il faut qu'ils cherchent à évoluer dans leur carrière. Et donc là également, un plan de carrière en construction au ministère pour eux. Et nous avons fait également le constat, et ces problèmes ont été discutés,
comment est-ce qu'on fait? Est-ce que tous ceux qu'on recrute restent en poste pour travailler? Là, le constat a été la fuite vers l'extérieur du personnel. Et vous comprenez pourquoi le gap aussi, c'est également un facteur qui creuse le gap. Vous me direz pourquoi ils vont à l'extérieur. Voilà. Et quelle est la solution pour les maintenir? La solution pour le maintenir. Voilà. Donc la fuite, l'exode des ressources humaines en santé, donc l'immigration n'est pas un phénomène propre, spécifique au Bénin. Vous regardez partout dans le monde, c'est ainsi. Mais il faut trouver des moyens pour les fidéliser. Et donc, l'une des solutions est de revaloriser leurs revenus, leur salaire. Et ça, je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, les agents de personnel de santé, le gouvernement est en train, il y a des commissions qui travaillent acharnement là-dessus pour voir comment est-ce que le salaire des personnels de santé va être revalorisé. Et donc, et ça, certainement, ça ne tardera sûrement pas à venir. Je ne suis pas la personne la mieux indiquée pour en parler, mais je sais que ce travail se fait et que sans tarder, il y aura de bonnes nouvelles pour ce qui concerne le salaire des ressources humaines en santé. Il faudrait également se pencher sur leur bien-être. Et donc, que veut un agent de santé quand il est envoyé quelque part pour travailler, qu'il soit en sécurité lui-même, qu'il ait une certaine aisance, sa famille, et qu'il puisse se consacrer au travail. Des solutions ont été proposées au cours de ces journées de réflexion. Si, en dehors de la revalorisation du salaire, si on peut améliorer, faire des facilités, par exemple, des facilités pour le travailleur. Telles que les prêts. Facilité de prêt, facilité de prêt pour qu'il puisse s'installer, s'il travaille pour le public, qu'il puisse se loger, se déplacer. Voilà. S'il travaille dans le privé, s'il veut s'installer dans le privé, avoir des facilités pour s'installer dans le privé, il faut du crédit. Et ça, qu'il soit dans le privé ou dans le public, le résultat, c'est le bien-être de la population. Il sera au service de la population. Donc, c'est aussi aucun agent de santé, aussi badé de diplôme qu'il soit, ne peut rien offrir s'il n'a pas un plateau technique adéquat. Voilà. Est-ce que vous en avez parlé au cours de ces journées? Absolument. Puisque quand j'ai parlé des infrastructures, ce qui accompagne les infrastructures, c'est les équipements. Et donc, le gouvernement est préoccupé de ces aspects-là. Et j'en veux simplement pour preuve le nombre de formations sanitaires en cours de réflexion, qui ont été réflexionnées déjà et qui sont en cours de réflexion et qui sont également équipés. Et quand on regarde juste à côté de nous ici, vous voyez à Calavi, juste à côté, vous avez vu le centre international de Calavi qui est construit et qui va être bientôt mis en service, équipé. Je ne sais pas si vous l'avez visité. C'est pour qui? C'est pour la population. Et le recrutement de ressources humaines, la mise en place est en train de se faire progressivement. Il faut y arriver. Et un autre projet en cours de préparation, un grand hôpital qui va être construit à Togouin et qui va être équipé naturellement et qui prendra pratiquement la place du CNHU. Le CNHU aujourd'hui, vous voyez l'état dans lequel se trouve. Ils font des efforts, le gouvernement fait des efforts pour améliorer, réfectionner, réarranger, mais l'hôpital
est dépassé par les réalités. Et donc, un autre hôpital est en cours de construction là-bas. Et ces hôpitaux seront construits, équipés. Vous voyez les équipements pour des matériels comme le scanner. Le scanner, par le passé, c'est seulement à Cotonou que vous pouvez le faire. Mais aujourd'hui, ailleurs, à Cotonou, à Parapou, et puis des commandes sont là également pour les autres départements aussi. Donc l'équipement, le gouvernement accompagne. Professeur, tout ça, c'est pour le chic qui est si bien personnel. construit, pour éviter des problèmes de ressources humaines à la longue, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Puisqu'on parle des ressources humaines en santé, comment doit-on s'y prendre pour que d'ici à 5 ans, 10 ans, qu'on ne soit pas là à se plaindre pour dire, écoutez, pas de bon accueil dans le chic, pas de présence de telle catégorie d'agents de santé, d'infirmiers, de sages-femmes, d'aides-soignants, je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la politique qu'il faut mettre en place de façon rigoureuse pour ne pas se plaindre plus tard? Les réflexions sont communes. Les réflexions sont communes pour définir la politique. Les autorités du ministère de la Santé, les ministères de l'enseignement supérieur, ministère de la fonction publique, ministère des finances, tous sont dans la dynamique de rester ensemble pour que la politique soit une politique qui favorise la mise en place des ressources humaines et le développement des hôpitaux. Je vous ai déjà dit, tout ne peut pas être réglé en même temps. Il faut commencer la production. Il faut agir à plusieurs niveaux. D'où l'intérêt, l'importance que plusieurs départements ministériels puissent intervenir. Il faut agir à plusieurs niveaux. Et ça, nous avons parlé de la production, les écoles de formation dépendent des universités. Et si les écoles dépendent des universités, c'est forcément le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Et augmenter la production demande à augmenter le nombre d'enseignants. D'abord, le nombre de cadres de formation, le nombre d'enseignants, donc l'espace, les moyens qu'il faut, et donc il y aura une production élevée. Et ça, le ministère de la Santé ne peut pas être le répondant, mais il participe au débat. Le ministère de l'enseignement supérieur doit être sollicité à ce niveau-là. Mais ils sont formés pour que le ministère de la Santé les utilise. Le ministère de la Santé peut vouloir utiliser 3000 tout de suite, comme vous en parlez tout à l'heure. Pour recruter, il faut bien une planification qui fait appel à la fonction publique. Nous sommes dans un pays qui a un pays de droit. Il faut respecter les procédures. Le ministère de la fonction publique va recruter, eh bien, les finances, il doit regarder quelles sont les disponibilités au niveau des finances. Et donc, tous ces acteurs et ces questions d'ailleurs ont été discutées et on a besoin que tous les acteurs s'asseyent pour que la profondeur du problème soit débattue et que les planifications qu'il faut se fassent et ainsi, à terme, au fil des années, on pourra résoudre le problème des ressources humaines. Justement, voilà. Sur ces deuxièmes journées scientifiques de la médecine hospitalière au Bénin, que n'avons-nous pas dit sur les résolutions, les recommandations qui ont été faites au Palais des Congrès en ces 3 jours de travaux? En ces 3 jours de travaux, non seulement nous avons parlé de ces
questions qui sont au premier plan sur lesquelles vous avez sauté, production, recrutement, etc. Mais déjà ce qui est en place, les ressources humaines qui sont en place, il faut une meilleure gestion de ce personnel-là. Il faut penser au bien-être de ce personnel-là. Et donc la question du bien-être a été également évoquée parce qu'ils sont à la tâche, ils travaillent tous les jours. Ils sont sollicités, il y a une pression sur eux compte tenu du nombre qu'ils sont pour satisfaire la population. Il y a une pression sur eux. Donc il arrive également qu'ils soient dépassés. L'être humain a des limites. Qu'est-ce qu'on fait pour que le personnel puisse se retrouver quand il est dépassé, il est submergé. Et donc, la détente, les techniques, l'accompagnement que les hôpitaux, enfin les gestionnaires des hôpitaux doivent, le regard qu'ils doivent avoir vis-à-vis de ces personnels-là. Donc, la mise en place d'une médecine de travail au sein des hôpitaux. Ce sont des questions qui ont été évoquées. Alors, les spécialistes de la médecine du travail, ils savent comment se pencher sur le bien-être des travailleurs. Et donc, ces personnels qui s'occupent de la santé des autres et sont des travailleurs quand même après tout et ont besoin qu'on s'occupe également de leur santé. Justement, la nomination des directeurs, le choix des directeurs pour administrer en tout cas ces hôpitaux, est-ce que ça tient compte de ces genres de profils? Je peux avancer là-dessus, Donc, ces spécialistes, si on les met dans les hôpitaux, ça va faciliter le regard qu'on aura sur l'état de santé, le bien-être des professionnels qui travaillent déjà. Mais il y a également qu'on a eu à discuter de comment on fait pour que ce personnel qui travaille puisse satisfaire les patients quand ils arrivent. Le patient qui arrive en urgence, par exemple, qu'on doit admettre en réanimation, il faut prescrire tout aux parents. Les parents vont courir et tant que ce n'est pas arrivé, on ne va pas les sauver. C'est une situation difficile. Et donc, des partages d'expériences ont été faits sur l'admission des patients, le soin administré aux patients en réanimation sans ordonnance. C'est-à-dire que l'hôpital s'engage et prend tout en charge en attendant que les parents puissent rembourser. Cela veut dire que l'hôpital doit disposer de ressources pour avoir le matériel qu'il faut, de manière à ce qu'ils n'attendent pas que les parents aillent acheter. Mais quand il le fait, il faut bien que les parents remboursent. Sinon, au bout de quelques temps, il y aura un trou qui va se creuser pour l'hôpital. Il faut bien. Alors, ce problème peut être résolu lorsque nous allons rentrer effectivement dans l'assurance maladie obligatoire. Si tout le monde est assuré, vous convenez que l'assurance paye. Les parents ne vont plus réfléchir. Quand l'urgence arrive, le malade va être pris en charge. Voilà. Donc, ces questions ont été débattues et on espère le démarrage effectif de l'assurance maladie obligatoire qui a été une bonne décision prise par le gouvernement et il reste donc la mise en œuvre. Alors, est-ce que je peux reposer ma question? J'en viens au directeur des hôpitaux. D'accord. Vous avez posé la question sur les directeurs, je n'ai pas oublié. Un directeur d'hôpital, un directeur est formé, c'est quelqu'un qui est formé pour faire de la gestion des ressources, aussi bien ressources humaines, ressources financières, pour avoir tous les regards. C'est clair. Et donc, ils sont formés et ils savent très bien comment il faut avoir la gouvernance, il faut gérer un hôpital, le leadership qu'il faut avoir, ils le savent. Nous avons discuté également de ces questions-là. Alors, même quand tu es formé, tu peux être confronté à des difficultés dans l'exécution de ta mission.
quelles sont leurs difficultés, comment est-ce qu'ils vivent, quelles sont les approches de solutions. Ce sont des questions également qu'on a discutées. Ils ont à gérer du personnel. Le dialogue doit se faire avec le personnel. Ce sont également des questions qui sont débattues. En gros, nous avons exploré tous les Ils doivent être aspects. forcément des médecins à la Voilà. tête des hôpitaux. Voilà. Qu'ils soient médecins ou non médecins, il doit être un administrateur des hôpitaux. Il y a une formation en administration des hôpitaux. Vous me donnez donc l'occasion de dire que oui, les hôpitaux sont gérés par du personnel administratif, des personnels formés en administration des hôpitaux. Et le gouvernement, compte tenu d'un certain nombre de constats, a décidé qu'il lui faut des médecins, des directeurs d'hôpitaux qui soient déjà médecins, donc qui comprennent un certain nombre de choses en matière de médecine, de la santé humaine, et ensuite qu'ils aillent faire une formation en administration hospitalière avant d'être directeur. La première vague de ceux qui ont été recrutés par le gouvernement, la première vague vient de finir la formation et le gouvernement a commencé par les déployer sur le terrain. Ça fait un spécialiste de moins, non, dans l'effectif qui doit s'occuper de certaines spécialités. Mais non. Un problème, le problème des ressources humaines, on a besoin aussi bien des gestionnaires que des soignants. Il ne faut pas regarder seulement le côté des soignants. Ils vont soigner, mais ceux qui vont s'occuper de la gestion, on en a besoin. C'est clair. Donc, ce n'est pas un problème. Si on les prend pour la gestion, on recrute d'autres pour les soins. Et on continuera d'en recruter pour les soins. C'est une question de planification. Professeur, il y a une réforme phare que le gouvernement a menée, c'est de séparer ceux qui doivent aller en clientèle privée et ceux qui ont choisi d'évoluer dans la fonction publique au niveau de nos hôpitaux. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Est-ce que cela est respecté? Est-ce que ça rend vraiment service à l'administration publique au niveau des hôpitaux? Oui, ça c'est une préoccupation qui a été également discutée au cours de ces journées. Et le constat est quand même que le personnel dans les hôpitaux publics reste en place aujourd'hui. Donc c'est une réforme intéressante. Nous avions dit que les patients ont besoin de soignants et quand ils arrivent à l'hôpital, il faut qu'ils voient ces soignants-là. Donc par le passé, les gens étaient à la fois ici et là. Et le temps qu'ils devraient faire dans le public, ils puisaient sur ce temps pour aller travailler dans le privé. Quand le gouvernement a interrompu, c'est une réforme. Et aujourd'hui, tout le monde, nous avons, au cours des débats, apprécié que le personnel soit présent. Et donc, il participe ainsi à la qualité des soins et à la sécurité des patients. C'est une bonne chose. Dans le privé, le secteur privé également s'en réjouit d'une certaine façon, parce que c'est un secteur qui est assaini. Le secteur est assaini parce que n'importe qui pouvait se lever et créer, ouvrir un cabinet, et puis on ne savait pas tout ce qui se passait. C'est au détriment de la bonne santé des patients. Aujourd'hui, avec les réformes, les autorisations avaient été supprimées et on demande que vous remplissiez les bonnes conditions pour avoir de nouvelles autorisations. Mais cela n'empêche pas que la cellule de contrôle épingle toujours des gens qui exercent illégalement en clientèle privée. Mais c'est normal que la cellule fasse ce travail-là. Que c'est d'abord parce que les hommes ont besoin de gendarmes. C'est l'être humain qui est ainsi. Quand bien même il y a cette loi, et on a fait des interdictions, il y aura toujours des clandestins. Mais si tu ne prends pas des mesures pour dénicher ces clandestins,
c'est que tu n'as rien fait. Et c'est pour cela que la cellule de contrôle a été mise en place et fait son travail. Et c'est un bon job. Et donc, c'est tout à fait légitime que l'on aille dénicher, mais le nombre qu'on a aujourd'hui ce n'est plus comme avant, naturellement. Allez, professeur Zanou, vous allez nous dire un mot sur les plaintes et les récriminations des populations. On en enregistre toujours au niveau des hôpitaux. Moi, j'étais il y a 3 jours seulement au CNHU. J'ai écouté beaucoup de choses, j'ai observé beaucoup de choses. Et donc, les usagers ne sont toujours pas satisfaits des prestations qui sont reçues, du traitement qu'on leur réserve au niveau des hôpitaux. Très bien. Vous en avez discuté. Très bien. Où est le problème? Oui, très bien. Au cours de ces journées, les ressources humaines, comment les ressources humaines contribuent à la qualité des soins. On en a également discuté. Et donc, au niveau des hôpitaux aujourd'hui, les cellules de traitement des plaintes sont installées. L'évaluation se fait régulièrement. Et donc, ces unités, ces cellules de traitement des plaintes donc, reçoivent toute plainte. Ça, vous ne pouvez pas. Les plaintes, il y en aura toujours. Mais quand les plaintes arrivent, quels sont est-ce que les plaintes sont fondées? Comment c'est? Qui se plaint? Il faut les écouter. Donc, il y a une cellule d'écoute pour traiter ces plaintes-là au niveau des hôpitaux, de manière à ce que s'il y a une distorsion, si c'est au niveau du personnel, que le redressement soit fait. Si c'est au niveau des patients, qu'on puisse leur expliquer, les sensibiliser, leur montrer ce qui se fait et ce qui devrait être fait à l'hôpital. Je pense que c'est une mesure que le personnel ou les directeurs des hôpitaux ont pris. C'est une mesure prise pour améliorer, pour réduire la fréquence de ces plaintes. Vous sentez qu'elles ont diminué, ces plaintes? Qu'elles ne pleuvent pas toujours, ces plaintes contre les prestations dans les établissements de santé au Bénin? Je ne peux pas dire que... Je ne sais pas. Je ne peux pas dire, oui, ça a diminué, ça n'a pas diminué. Non. Le problème est qu'il y en aura toujours. Et s'il y en a, comment est-ce qu'on les gère? Si c'est le personnel, ce qu'il faut faire. Il faut écouter. Ça se gère. C'est ça le plus important. Quand tu as une structure à gérer, et tu es obligé de mettre des unités de veille. Tu dois faire ça, sinon tu ne fais pas une bonne gestion. Et donc les plaintes, ce que vous faites ici aujourd'hui, vous allez recevoir des plaintes, on va dire, oh Canal, fais ceci, c'est comme ça. Mais comment est-ce que vous faites pour changer, pour améliorer ce que vous faites? Et donc les dispositions qui sont prises, aussi bien pour la mise en place de la cellule de contrôle, parce que ça, j'ai dit, l'humain a besoin d'un gendarme. Sinon, tout de suite, les déviances sont observées. Donc ça permet au personnel de se mettre dans la droite ligne. Voilà, et de respecter quand même ce qui est de son... Mais au niveau des hôpitaux, est-ce que vous ne pensez pas qu'il fait trouver une autre mesure plus urgente? Parce que quand on parle de cellules de veille, de cellules d'investigation, c'est tout un processus. Il faut appeler les gens, échanger. Pendant ce temps, quelqu'un peut venir avec les maux de tête dans un hôpital et en ressortir peut-être avec un mal plus profond. Ou il vient avec une plaie, mais il ressort avec une jambe coupée. Non. Alors qu'on aurait pu le sauver si chacun avait joué le rôle qui est le sien. Ici, ce n'est pas le tribunal. Ce que vous dites, il faut une amélioration. Et ça, au point de vue amélioration. Nous avons des parents également qui vont dans les hôpitaux. Nous y allons également. Bien sûr, c'est ce que je dis. Bien sûr, je vous en prie. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vas dans les hôpitaux,
le personnel se comporte beaucoup mieux que par le passé. Ce n'est pas encore parfait. C'est pour ça qu'il y a toujours des plaintes. Mais vous ne pouvez pas. Vous y allez, vous allez constater par vous-même qu'il y a du mieux. Si vous allez comparer à ce qui se faisait par le passé, c'est clair qu'il y a du mieux. Et donc, on évolue dans la perfection. Et donc, chaque jour, on souhaite qu'on puisse évoluer. Professeur Zalou, en s'améliorant. On va consacrer les 8 dernières minutes de cette émission à votre point de vue sur quelques petites actions phares. En premier, l'autorité de régulation du secteur de la santé, son existence, son travail, l'universitaire que vous êtes. Quelle est votre analyse? L'autorité de régulation du secteur de la santé, je dis sa mission essentielle va être pour assurer la régulation dans le secteur et travailler à s'assurer que le personnel qui est mis en place est qualifié et fait bien son travail. Et que les formations sanitaires qui sont en place, que ces formations sont accréditées. C'est-à-dire que ces formations, le dispositif nécessaire est mis en place pour que la formation mérite vraiment d'être une formation sanitaire. Alors pour en arriver là, et il faut un mécanisme. Et ils ont travaillé à mettre ce mécanisme en place, qui est le dispositif de la sécurité des patients. Dispositif qu'ils ont mis en place et dont récemment ils ont présenté à toutes les formations sanitaires. Ce dispositif mis en place, chaque formation sanitaire va prendre ce dispositif, essayer de travailler là-dessus pour se mettre aux normes, de manière à ce que lorsque l'ARS va arriver faire une évaluation, il peut s'assurer que l'établissement est en mesure, oui, l'établissement remplit les conditions qu'il faut pour que les patients soient bien soignés. Et également, il travaille à ce que on puisse, les éléments d'évaluation des professionnels de santé, que ces éléments soient mis en place pour que quand ils arriveront, ils puissent faire une évaluation à partir d'outils qui sont mis à leur disposition. Tout cela se prépare. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est une réforme importante parce que je parle toujours de gendarme. L'être humain a besoin d'un suivi. Tout projet que vous aussi vous mettez en place, si vous n'avez pas un mécanisme de suivi du projet, le projet ne va pas marcher. Et donc, je pense que il fallait créer l'ARS. Il fallait la créer. Il fallait la créer. Et donc, chaque personnel travaillera à se mettre au pas. Quand tu travailles, il ne faut pas tomber dans la routine. Donc, tu dois essayer de te mettre à jour au fur et à mesure pour que, si on vient t'évaluer, on puisse dire « Ah oui, tu mérites ton diplôme, tu as ta qualification et tu peux continuer de travailler. » Il faut qu'on en arrive là. Alors, au niveau du Conseil national, lorsque vous arrivez à prendre des résolutions, les recommandations, à qui les reversez-vous et quelle est la suite qu'on donne souvent à ces résolutions? Je suppose que de votre position, vous remarquez que l'autorité de régulation a pris une mesure ou a fait un constat assez pertinent. Vous faites des recommandations également. Qui doit les suivre? Qui doit les prendre en charge et qui doit prendre les bonnes décisions? Je crois que vous n'avez pas encore un bon schéma du dispositif qui est en place. C'est pour cela que vous êtes là, dites-nous tout. Le ministère, les conseils dépendent du ministère de la Santé.
Les conseils sont des organes de la réforme également mis en place. Il y a 2 conseils. Un conseil national de la médecine hospitalière, un conseil des soins de santé primaire. Donc, qui s'occupe de coordonner, le conseil national de la médecine hospitalière s'occupe de coordonner tout ce qui est stratégie, normes, référentiels, protocoles, pour assurer la qualité des soins dans les hôpitaux. Donc l'élaboration de tous ces éléments se trouve sous la coordination donc des conseils. Pour le conseil de soins de santé primaire, c'est pour les centres de santé périphériques. Et donc, il y a des directions techniques au niveau du ministère qui sont à la mise en œuvre au quotidien. Mais quand une stratégie, des normes, des procédures doivent être élaborées, nous sommes là pour coordonner ça, pour s'assurer que chacun... Vous avez un rôle consultatif? Absolument. Pour s'assurer que ce qui se fait, il n'y a pas de doublon, il y a une synergie dans voilà. Et donc, nous allons donner un avis sur, émettre des avis sur les actions qui vont se faire, et ces avis sont transmis au ministre de la Santé, qui en apprécie le contenu pour des décisions qui peuvent être prises. Le ministre de la Santé également consulte l'ARS, qui est au-dessus de tout pour assurer la régulation dans le secteur. Et donc, si on donne un avis, nous rendons compte au ministre de la Santé. Donc ce sera le cas avec les résolutions des journées, par exemple. Absolument. Les résolutions, ce que nous avons fait ces journées-là, c'est sous l'égide du ministre de la Santé. Il faut bien comprendre ça. Et donc, tous les comptes rendus seront faits au ministre de la Santé. Ces recommandations seront présentées au ministre de la Santé, qui en appréciera le contenu et la pertinence. Et puis, toutes les actions qui seront faites, les instructions seront données pour orienter ces actions-là. Voilà. Allez, professeur Dimon Marcel Zanon, votre mot de la fin. Ce que je peux dire, c'est que oui, les hôpitaux du Bénin sont en marche. Et nous avons espoir que malgré les problèmes importants de ressources humaines qui se posent, les solutions seront trouvées. Les solutions qui sont déjà trouvées au niveau du gouvernement vont être renforcées à travers la prise en compte d'un certain nombre de recommandations qui sont faites au cours de ces journées-là. Et nous allons espérer que d'amélioration en amélioration, qu'on puisse évoluer vers une meilleure performance de nos hôpitaux. Merci, professeur Dimon Marcel Zanon. Vous êtes le président du Conseil national de la médecine hospitalière. Autour de la problématique des ressources humaines en santé dans les établissements hospitaliers du Bénin, eh bien, vous avez pris rendez-vous à Cotonou pendant 3 jours et pour échanger avec vos pairs. Vous avez échangé, vous avez émis des recommandations qui seront reversées aux autorités. Nous en avons discuté pendant 1 heure sur Zone Franche. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci William Clécan. Merci à toute l'équipe de réalisation. On se reprend dimanche prochain pour un autre numéro de Zone Franche. À très vite.